Libermundi, aujourd'hui nous sommes avec Lionel Tardif à Perpignan. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors Lionel, pour ceux qui ne vous connaissent pas, rappelons que vous avez été le créateur de la Cinémathèque Henri Langlois de Tours, donc vous êtes cinéphile. Vous êtes aussi quelqu'un qui vous intéressait à la conscience et à la spiritualité. Vous avez par exemple publié Le Berceau des étoiles. Dans les étoiles. Dans les étoiles, exactement. Donc une belle métaphore sur la question de la spiritualité à travers toutes les traditions. Vous avez aussi publié un ouvrage qui s'appelle Les grands aventuriers du cinéma, architectes d'un langage nouveau, 1895-1970. Nous avons consacré d'ailleurs à cet ouvrage une petite vidéo que vous retrouverez sur Ultrazone TV. Vous êtes aussi réalisateur de documentaires, notamment La danse de Shiva. Et fiction, voilà. Nous avons aussi réalisé un petit extrait avec un dialogue avec vous sur vos documentaires sur Ultrazone TV. Et là, nous revenons avec vous pour un 3e épisode sur les rapports entre le cinéma et la conscience. À savoir la question que je vais vous poser, avant qu'on rentre dans le détail de certains cinéastes, c'est en quoi le cinéma peut-il, alors en dehors du fait de nous manipuler, parce que ça c'est une réalité dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais on va essayer de prendre ça autrement, en quoi le cinéma et certains films peuvent-ils contribuer à élever la conscience des spectateurs? Voilà. Vaste question. C'est une vaste question. Je pense que le cinéma peut effectivement tout faire, aussi bien comme malheureusement on le voit avec la télévision manipuler les gens, mais avant tout c'est un art, le 7e du nom, qui réunit, quand ce sont de très grands cinéastes qui le véhiculent, aussi bien la musique, le théâtre, l'architecture, la danse, enfin tous les autres arts, puisque dans les très grands cinéastes, on voit que l'importance, par exemple, d'une bande musicale, l'importance d'une image, de la maîtrise de la lumière pour les images, la maîtrise de la direction d'acteurs, qui font un tout pour que un cinéaste digne de ce nom puisse délivrer des messages importants, je dirais même des messages qui sont capitaux pour orienter les gens vers une plus grande conscience. Alors on dit souvent que le spectateur, quand il regarde un film, il est passif, contrairement à la lecture. Alors en quoi, effectivement, certains films peuvent changer cet état de fait qui est assez reconnu par les sociologues, quoi, du coup? Oui, effectivement, beaucoup de gens sont passifs devant l'image, mais j'ai pu constater, en organisant des centaines et des centaines de séances à la Cinémathèque, que les gens dont l'image leur parle d'une manière aussi importante qu'une grande phrase de Shakespeare, de Montaigne ou d'un autre très grand écrivain, les gens qui sont sensibles à l'image, je pourrais dire que je les vois dans leurs yeux à la manière qu'ils captent ces images quand on les projette. Alors j'imagine que vous organisiez des ciné-clubs et des discussions. Il ne s'agissait pas uniquement de consommer un film, mais d'en parler aussi. Non, bien sûr, c'est pas de tout de consommer un film. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'exigeais à la Cinémathèque le silence le plus total dès le premier plan du générique, pour que les gens s'imprègnent non seulement des techniciens qui s'étaient mis en collaboration pour réaliser le film, mais aussi des comédiens qui jouaient dedans, même parfois de certains producteurs courageux qui avaient permis que ces films surgissent.
Alors, quel est votre premier souvenir de, je sais pas, de film que vous auriez vu enfant, qui vous aurait justement un peu bouleversé? Est-ce que vous avez un souvenir de ça? Bouleversé, bon, au départ, comme beaucoup d'enfants, naturellement, j'étais capté par les westerns, les policiers, enfin les films d'action, quoi. Mais petit à petit, et même assez jeune, je sais pas, vers l'âge de 12 ans déjà, je me suis laissé emporter par les images. Parce que pour moi, des images qui défilent sur un écran, c'est comme une mélodie. Il y a la mélodie du film, bien sûr, mais il y a la mélodie des images. Alors vous êtes un grand consommateur d'images, vous organisez des ciné-clubs chez vous, donc du coup là nous avons travaillé avec des DVD, vous êtes un amateur de support DVD, donc je vais annoncer la suite de notre entretien. Nous allons creuser trois cinéastes, hein, Frank Borzage, nous allons parler ensuite d'Abbas Kiarostami, et enfin nous allons partir dans l'univers de Bab Aziz de Nasser Khemir. Voilà. Évoquer un des trois réalisateurs choisis ensemble, nous allons parler de Frank Borzage, donc qui fait l'objet d'un coffret DVD chez Carlotta, et aussi pour les amateurs un livre, un pavé que je vous montre là, donc Sarastro à Hollywood de Hervé Dumont, édition de la Cinémathèque, qu'on peut peut-être encore trouver d'occasion. Alors pourquoi ce choix pour commencer les parcours de cinéaste? Pourquoi Frank Borzage? Qu'est-ce qu'il apporte à l'histoire du cinéma? Eh ben, c'est le cinéaste de l'amour, tout simplement, puisque tous ces films, c'est la recherche de l'amour absolu. Au-delà de toutes les contraintes possibles et inimaginables. Les amants de Borzage, quand ils se rencontrent, ils savent déjà qu'ils seront unis pour la vie. Alors pourquoi cette précision extrême qu'il nous donne? Il faut pour ça refaire un peu le parcours de vie de cet homme qui venait d'Europe, qui est venu s'installer comme beaucoup d'autres Européens aux États-Unis au moment du grand départ de Hollywood, puisqu'il a commencé à faire des films dès les années 1917-1918. On peut dire qu'il a, comme beaucoup d'autres, il a commencé par essuyer les plâtres et en quelque sorte travailler l'image pour pouvoir la maîtriser et la dominer d'une manière absolue. Et puis cet homme qui arrive à Hollywood très jeune, il avait vécu véritablement une époque dans son enfance de ce qu'on peut appeler de vache enragée, c'est-à-dire qu'il avait dû travailler très vite, n'ayant plus de personnes pour subvenir à sa vie, de travailler très jeune, faisant 1000 petits métiers alors qu'il avait que 12 ou 13 ans. Et ce n'est que par un hasard de circonstances qu'il rencontre vers l'âge de 16 ou 17 ans, qu'il rencontre un Shakespearien à Hollywood, il y en avait quand même déjà, et qui lui fait jouer des pièces de Shakespeare. Et alors là, c'est pour lui, Shakespeare étant sûrement un des plus grands auteurs de toute l'histoire du cinéma, qui a délivré des messages universels, Shakespeare va lui faire un bond en avant extraordinaire, et à partir de 1917,
27, ces films commencent à être absolument dominés. Mais ils vont être absolument dominés parce que parallèlement à ce travail sur le théâtre qu'il va être amené à faire et qui va le sortir de sa misère, il rencontre la franc-maçonnerie. Très curieusement, cet homme rencontre la franc-maçonnerie à 25 ans. Et il va rentrer dans une loge un peu spéciale, une loge profondément spirituelle. Et il va dans cette loge qui s'appelle le Rite écossais ancien et progressé, qu'il y avait en Caroline, dans l'état où il vivait à cette époque aux États-Unis. Il se lance dans la franc-maçonnerie et tout au long de son œuvre cinématographique, il monte les échelons de la franc-maçonnerie pour arriver à 40 ans au plus haut grade dans cette loge. Et on a l'impression qu'au fur et à mesure qu'il monte les grades, son message devient de plus en plus pertinent, de plus en plus fort, puisque cet amour de ces êtres, cet amour, il est compris comme une initiation de ces êtres, une initiation au monde supérieur. C'est pour ça qu'il peut leur arriver les pires malheurs qu'il nous montre parfois dans pratiquement d'ailleurs tous ces films. Ils tombent sur des épreuves absolument incroyables, mais ils restent debout sans être cassés parce qu'ils sont arrivés à une certitude absolue en eux. Et c'est ça qui fait la grandeur des films de Borzaghi, cette certitude absolue de l'amour. Voilà, alors là vous allez nous parler d'un film qui s'appelle L'Heure Suprême, je crois, on va regarder un extrait. Oui. Alors comment on peut présenter L'Heure Suprême dans l'œuvre de Borzaghi? Alors d'abord, L'Heure Suprême, que je me rappelle, parce que les comédiens qui jouent dans L'Heure Suprême sont très très importants. Ils découvrent deux êtres, Janet Gaynor et Charles Farrell. Janet Gaynor la femme, Charles Farrell l'homme, qui sont totalement ouverts à ce but que veut atteindre Borzaghi. Et donc ils vont contribuer d'une manière absolue aussi dans leur travail de comédien à ce message que Borzaghi veut délivrer. Et Janet Gaynor et Charles Farrell sont réunis pour la première fois dans L'Heure Suprême. Et il va aller très loin avec eux. Il va aller très loin. Et par exemple, cette première rencontre véritablement amoureuse, mais qui va au-delà de l'amour physique, cet amour autre, cet amour qui est lié aux étoiles, on pourrait dire. On va le voir dans l'extrait qu'on va vous montrer maintenant. Il marche pas sur l'image ?
vu un tout petit extrait d'une œuvre énorme. Là, alors qu'est-ce qu'on peut dire de cet extrait? Bien déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le moment de la naissance de leur découverte réciproque à ce couple, qui, je rappelle, est interprété par elle, Janet Gaynor, qui va suivre Borzage sur plusieurs films, et Charles Farrell, qui va aussi tourner plusieurs films avec lui, parce qu'il y avait une entente et une ouverture spirituelle quasi absolue. Et 2 ou 3 mots essentiels sont déjà dits. Alors, il y a d'abord comment ils dirigeaient ces 2 acteurs. La manière qu'ils se déplacent dans le cadre, déjà, est très importante, de la manière qu'ils se déplacent dans le cadre. On a l'impression qu'il y a un jeu d'attirance-répulsion encore, qui va devenir un jeu d'attirance totale au fur et à mesure qu'on avance dans le film. Et il dit des mots essentiels, l'homme, les étoiles, monter vers le haut, vers le haut. Tout le langage de Borzaghi, c'est aller vers le haut. Et j'aimerais, pour donner une approche peut-être plus grande de cet immense cinéaste, c'est l'ouverture de The Mortal Storm qu'il va tourner en 1940, qui raconte la montée du nazisme en Allemagne. Voilà, la tempête qui tue, hein, c'est ça? La tempête qui tue. Qu'on trouve en DVD quand même chez les Trésors de Warner. Hein, voilà. Moment de pub, allez-y. Ouais. Et il est dit dans l'ouverture de La tempête qui tue, quand l'homme vint sur la terre, il eut peur des éléments. Les dieux de la lumière sont en colère. Il me faut tuer mon prochain pour les apaiser, cria-t-il. Plus tard, l'homme s'abrita du vent et de la pluie et de la force des éclairs. Mais dans le cœur de l'homme lui-même s'agitent des éléments aussi puissants que le vent et la foudre. Est-il nier l'existence même de ces éléments pour ne pas avoir à les affronter? Le conte que nous allons vous raconter relate la tempête mortelle qui entraîne l'homme de notre temps. Quand il dit encore « il me faut tuer mon prochain », nous nous demandons quand donc l'homme aura-t-il la sagesse de se construire un refuge solide contre la peur de l'inconnu. J'ai dit à l'homme qui était debout au portail, « Éclaire-moi pour pénétrer, pas à pas dans l'inconnu. » Et il a répondu, « Va donc, va dans les ténèbres et mets ta main dans la main de Dieu. C'est meilleur que la lumière et plus sûr qu'un chemin connu. » Oui, alors c'est un film qui est tourné en 1940 et qui parle de la montée du nazisme. Donc c'est quand même... La montée du nazisme et comment, grâce à cet amour absolu de 2 êtres, ils vont dépasser tout ça, même si l'un des 2 va disparaître. De toute façon, ils savent qu'ils vont se retrouver quelque part, très vite. Voilà, une belle leçon. Dans la série des cinéastes inspirés et inspirants, nous allons évoquer Abbas Kiarostami, dont 3 films sont édités chez Potemkin. Donc je crois que c'est un cinéaste que vous avez déjà rencontré dans votre carrière d'organisateur de festival. Donc en quoi ce cinéma iranien, auteur qui nous a quittés dans les années 2000, en quoi ce cinéma peut-il changer la conscience des spectateurs? Il la change à mon avis pour 2 raisons. Mais je reviens un peu sur l'homme que j'ai effectivement rencontré dans le festival des rencontres du cinéma de patrimoine à Vincennes en 2005, où il était venu et j'ai pu le connaître mieux, échanger avec lui. Alors il faut savoir que cet homme il est considéré comme le père du cinéma iranien en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que lui, il a pu démarrer librement avant l'arrivée des ayatollahs
premier grand ayatollah qui est arrivé en Iran, c'est Khomeini en 1979, et là tout a changé, et ce fut la guerre à la vraie spiritualité, c'est-à-dire le soufisme. Kiarostami avait été mis en place pour faire un cinéma sur l'éducation de l'enfant et son éveil à la spiritualité par l'épouse du Shah d'Iran, la Shah Banu, avec qui il avait des rapports très, très privilégiés, et elle lui avait donné les moyens d'ouvrir une école de cinéma où il avait fait librement, pendant au moins 2 ou 3 ans, plein de films sur les enfants. Et il avait une approche très très sensible des enfants qu'on retrouve dans Où est la maison de mon ami, qui est son premier film, et sûrement un de ses grands chefs-d'œuvre, parce que ce film, il a remporté plein de prix dans différents festivals, et il était considéré comme étant une œuvre très importante pour 2 raisons. Tout simplement parce qu'il y avait derrière ces images le soufisme, mais sans qu'on s'en aperçoive, parce que les ayatollahs étaient arrivés quand le film est sorti, et le soufisme était puni, on pourrait dire, puni de prison et puni de mort même, sous les ayatollahs. Précisez peut-être, qu'est-ce que c'est que le soufisme? Le soufisme, c'est la voie pure de l'islam, la voie vraiment spirituelle, la voie où tous les dogmatiques sont effacés, parce que un des grands pères spirituels du soufisme fut Jalal el-Din Rumi, et quand Rumi est mort en Turquie, toutes les religions confondues, que ce soit les chrétiens, que ce soit les différentes approches spirituelles qu'il y avait dans l'islam, il n'y avait pas que le soufisme, il y avait les yézidis, il y avait différentes autres approches, étaient à l'enterrement de Rumi. Donc, ce qui veut dire que l'ouverture sur le monde que représente le vrai soufisme. Alors, Kiarostami, donc, s'est inspiré pour faire son film « Où est la maison de mon ami ?» de son expérience qu'il avait eue dans son école d'éducation des enfants. Et puis aussi, il y a 2 choses qui ont été admirées chez ce cinéaste dans cette première trilogie de films qu'il a fait, Où est la maison de mon ami, est suivi par Et la vie continue et Les Oliviers, tout simplement parce qu'il revisitait en même temps le réel. Les films de Kiarostami, c'est une approche extrêmement pertinente du réel, qui est débarrassée de tous les faux-semblants du cinéma. Et la manière, il dirigeait qu'avec des non-comédiens, mais des gens qu'il ressentait profondément, et aussi bien dans le choix qu'il avait des enfants ou des adultes dans ses films. Et c'est ce réel revisité qui a tout de suite impressionné dans Où est la maison de mon ami. Quand on voit les plans du film, on voit qu'il y a une réalité qui est là en devenir constamment. Et on n'a pas l'impression d'être dans un film. On a l'impression d'être avec des vrais personnages dans la réalité. C'est ça qui est très fort dans Où est la maison de mon ami. Mais c'est un film en sous-main, profondément soufi, puisqu'il s'est inspiré d'un poète qui s'appelle Sohrab Seperi, qui était un ami d'ailleurs à lui, puisqu'il est mort en 1980, et il s'est inspiré de
de ce poème soufi. Et le film, le vrai titre du film en Iran, c'est « Où est la demeure de l'ami ?» Et l'ami, c'est le nom de Dieu. Et il y a d'ailleurs dans le soufisme un film qui en dit long sur le côté, je dirais, caché en apparence. Quand il parle des chameaux, parce qu'il y en a beaucoup en Orient, de cet animal un peu particulier, on dit souvent le chameau a un regard si hautain, c'est parce qu'il connaît le nom de Dieu. Et dans tous les films sur le soufisme, on voit beaucoup de chameaux. Il faut le savoir, effectivement. Il faut savoir. Et donc, alors, le sujet est très simple, d'où est la maison de mon ami. C'est ça commence dans une école, dans une classe. Un petit gamin se fait réprimander déjà par le directeur de l'école. Et en plus de ça, son ami qui est à côté de lui embarque son cahier le soir par inadvertance, parce que les couverteurs de cahiers se ressemblent. Et dans les écoles, quand les ayatollahs sont arrivés, il y avait une discipline de fer qui commençait à s'installer. Et si un enfant ne revenait pas avec ses devoirs le lendemain, il pouvait être viré de l'école, avec toutes les conséquences que ça pouvait entraîner par la suite pour l'enfant et les parents. Donc, c'est l'histoire d'un enfant qui emporte son cahier de son copain par inadvertance et qui sait très bien ce qui peut lui arriver et qui va donc, malgré que ses parents ne l'écoutent pas, parce les enfants n'étaient pas écoutés par les adultes, surtout quand les ayatollahs sont arrivés, c'était même le domaine de la punition continuelle. Et ce petit garçon va donc parcourir les différents villages car il sait que son copain habite dans un village un peu plus loin, mais dont il n'a pas le nom. Et donc il va chercher de village en village s'il peut retrouver la maison de son ami. Et au moment, il emprunte des sentiers particuliers, en Z, difficiles, tout ça pour montrer qu'il y a pour trouver la maison de l'ami. L'ami avec un grand A, les chemins sont parfois difficiles. Et donc, ce petit garçon parcourt les villages et à un certain moment du film, il y a un vent très violent qui souffle. Et c'est bien sûr, dans la symbolique soufie, le vent animé par Dieu. Et aussitôt après, l'enfant a l'inspiration de recopier sur un cahier vierge qu'il a, les devoirs qu'il y a sur le cahier de son copain. Et donc le lendemain, quand il revient à l'école, il est avec le cahier recopié et le sien, et l'enfant donc n'est pas réprimandé. C'est ça le chemin spirituel qu'il a accompli. Bon, on va voir un petit extrait du coup. Hein, oui.
Troisième et dernier extrait, nous allons découvrir l'univers de Nasser Kémir à travers Bab Aziz, le prince qui contemplait son âme, un film qu'on retrouve encore aux éditions Montparnasse. Donc Nasser Kémir, c'est quelqu'un que je crois que vous avez aussi rencontré. Tout à fait. Je lui ai donné à lui aussi le prix Henri Langlois. Je m'en souviens très bien, c'était en 2006 à Vincennes, dans le cadre du Festival international du cinéma de patrimoine. Et il était accompagné par son ami Souleymane Cissé, qui lui venait présenter Yélène, une autre merveille. Et Nasser Kémir donc a présenté Bab Aziz, un film admirable, mais ce qu'on connaît moins, c'est la difficulté qu'il a eue pour le faire. Pendant presque 10 ans, avec son petit attaché-caisse, il a parcouru les routes d'Europe pour trouver un peu d'argent à la télévision allemande, un peu d'argent chez les Autrichiens, un petit peu chez les Suédois. Enfin, il a passé 10 ans à réunir l'argent qu'il lui fallait pour tourner ce film Bab Aziz, parce qu'il avait besoin, c'est un film il fallait quand même une équipe de tournage autour de lui. Il l'a tourné dans le désert de Libye et la fin du film en Iran. Il lui fallait très souvent une grande grue. Et emmener une grande grue dans le désert, ça coûte de l'argent. Beaucoup d'argent. Et donc, enfin, il a pu faire l'œuvre je pourrais presque dire de sa vie, parce que lui qui était imbibé de la pensée de Jalal el-Din Rumi, tout le film, aussi bien les voix off, aussi bien les dialogues sont presque tous extraits des textes de Rumi, et notamment celui-ci que je vais vous lire, qu'on entend à plusieurs fois dans le film, et qui est vraiment toute la grandeur de la poésie de Rumi, c'est celui-ci. Ô jour, lève-toi, des atomes dansent, les âmes éperdues d'extase dansent, la voûte céleste à cause de cet être danse. À l'oreille, je te dirai où l'entraîne sa danse. Tous les atomes qui se trouvent dans l'air et dans le désert, sache bien qu'ils sont épris comme nous, et que chaque atome, heureux ou malheureux, est étourdi par le soleil de l'âme inconditionnée. Voilà, ça c'est Rumi. Rumi qui vivait au XIIe siècle, fin du XIIe, début du XIIIe siècle, et qui a laissé une œuvre magistrale avec son Matwani, et qui a terminé sa vie en Turquie. Et c'est lui qui a reçu d'un maître qui s'appelle Shaun de Tabriz, qui a reçu l'enseignement des derviches tourneurs. Et c'est Rumi qui a permis que cette cérémonie arrive jusqu'à nous, ici au XXe et XXIe siècle. Alors, Nasser Kémir, lui, il ne fait pas un film sur Rumi, mais donc il met la métaphysique de Rumi dans son film, et je crois que le propos, c'est un conte. Alors, avant qu'on voit l'extrait, vous pourriez nous donner les éléments narratifs du conte? Oui, alors, le film est tourné comme un conte. Pourquoi comme un conte? Parce que Nasser Kémir, pour gagner sa vie notamment, avait été capté par Arte à un moment de sa vie, la chaîne franco-allemande, et il faisait, je crois, tous les mois, un récit des Mille et une nuits. Et le Bab Aziz est construit comme des histoires des Mille et une nuits. Les histoires des Mille et une nuits, ce sont des histoires à tiroir. On commence à tirer un tiroir, on commence un conte, on le laisse pour passer à un autre, on tire un second tiroir, puis on passe à un troisième pour revenir au premier, puis au deuxième, puis au troisième. Et tout le film est construit comme ça, comme si c'était un conte des Mille et une nuits. Alors, on va regarder un petit extrait qui se situe plutôt vers la fin, et on en parle tout de suite après.
اصلا منتظرت بودم. منتظر من؟ منتظرت بودم که شاهد مرگ من باشی. چرا من؟ من که اینقدر از مرگ میترسم. درست. اگه به کودکی در تاریکی شکم مادر بگن که بیرون از اینجا دنیاست پر نور، با کوههای بلند، دریاهای مواج، دشتهای وسیع، باغهای زیبای پر از گل، جویهای جاری از آب روان، آسمان پرستاره، خورشید تابان، ماه درخشان و تو با شگفتی‌های فراوانی روبرو میشی، ولی تو در تاریکی میمانی، چون کودک از این واقعیت‌ها هیچی نمیدونه. به نظرش همه اینها ناممکن میاد و باور نمیکنه. برای همینه که از مرگ میترسیم. ولی مرگ نمیتونه نور باشه. مرگ پایان همه چیزه. چگونه مرگ پایان چیزی که آغاز نداشته؟ حسن پسرم، در شب زفاف من قصه نخور. شب زفاف؟ بله، شب زفاف من با ابدیت. منو تنها بذار، کمی بعد برگرد و منو با شنا بپوش. Est-ce qu'on peut encore dire quelque chose après ce passage qui est quand même lourd de sens sur la question de la peur de la mort? Tout à fait, oui. Oui, le fil conducteur, en quelque sorte, j'ai parlé bien sûr des Contes des Mille et une Nuits, mais il y a quand même un fil conducteur, c'est l'histoire donc d'une petite fille qui accompagne son grand-père qui est aveugle dans le désert, qui se rend à une réunion des soufis qui a lieu tous les 30 ans. Et quand la petite fille lui dit « mais tu connais, enfin en quelque sorte tu connais le chemin pour y aller », le grand-père dit « ceux qui savent n'ont pas besoin de guide. Tu es mon guide parce que je suis aveugle, mais autrement on n'a pas besoin de guide pour y aller. » Et ce qui est très important aussi, c'est que la deuxième partie du film, la première est tournée dans le désert de Libye, et la deuxième partie du film est tournée en Iran, et dans un lieu particulièrement célèbre, qui est la ville, qui était, devrait-on dire, la ville de Bam. Et la ville de Bam est une ville du 5e siècle avant Christ, une ville qui était habitée par les Tartares et qui a été saccagée à l'époque où Gengis Khan et ses collatéraux dévastaient le monde, et qui était restée telle qu'elle était et qui avait très très fière allure. Et Nasser Khemir a eu l'autorisation de tourner quelques plans dans cette ville célèbre. Et ces plans, vous pouvez les méditer en quelque sorte, parce que 6 mois après la fin du tournage, cette ville était détruite par un tremblement de terre. Et il ne reste rien aujourd'hui. À part le film, c'est le dernier... À part le film. Alors, ici, il faut quand même dire qu'il y a un autre film qui a utilisé cette ville, c'est le film de Zurlini qui s'appelle Le désert des Tartares. Ah oui, qui est aussi un film métaphysique sur le sens de la vie. Oui, c'est un film un peu métaphysique aussi, tout à fait. Alors, bon, là on a vu 3 cinéastes. Est-ce que si je vous demandais comme ça, pour point, d'évoquer rapidement, parce que c'est frustrant de résumer toute cette histoire du cinéma et de la conscience à 3 cinéastes, est-ce que si vous deviez donner très rapidement 3 autres noms de cinéastes qui vous sont chers et qui ont traité ce rapport de l'homme, de l'âme, de la conscience et du monde, qu'est-ce que vous le premier que je citerai, c'est Karl Dreyer,
avec Ordette, bien sûr, et La Passion de Jeanne d'Arc, cinéaste danois, qui a commencé à la fin du muet et qui a terminé sa carrière dans les années 50. Immense cinéaste, Karl Dreyer. Alors, oui, dans les films qui ont abordé la conscience, il y a aussi d'abord des films mystiques comme le film d'Henry King et celui de Jean Sigol sur la vie de Bernadette Soubirous, mais il y a le film de Carlo Carlyle, film fabuleux sur la vie de Padre Pio. Il y a un peu plus loin dans le temps, le premier film, pas le premier, mais un des premiers films du grand cinéaste américain Frank Capra, qui s'appelle Les Horizons perdus, qui est tourné dans une ville tibétaine mythique, Shambhala. Il y a plus près de nous le grand cinéma chamanique de la réalisatrice japonaise Naomi Kawase. Il y a des films aussi sur l'hindouisme, le grand film de Rajan Kosa qui s'appelle Une histoire de vent. Il y a pourquoi Bodhidharma est-il parti vers l'Orient, sur le bouddhisme, d'un réalisateur peu connu dont j'ai oublié le nom aujourd'hui, mais qui est un film qui est distribué par la firme suisse Trigon Film. Pourquoi Bodhidharma est-il parti vers l'Orient, que je conseille par sa force sur le bouddhisme. J'en ai d'autres. Ça fait sans fin. C'est les premiers qui me viennent à l'esprit. C'est déjà bien, parce que il y en a largement plus que 3. Hein. Oui. Alors peut-être rappeler à ceux qui nous voient que vous organisez quand même des séances de cinéma chez vous. Peut-être donner quelques infos sur comment on peut, pour les fans, les cinéphiles qui seraient pas loin de Perpignan, venir vous rencontrer et venir participer à des analyses de films. Oui, je montre quelques films, je donne des cours des cours que j'ai donnés déjà à la Cinémathèque, mais des cours sur le langage du cinéma. Alors, ces cours sur le langage, c'est très précis, c'est comment ce langage du cinéma s'est formé au cours des âges, comment il a donné ses lettres de noblesse, à partir du tout début, à partir de Lumière ou de Méliès. Déjà, quand Lumière fait des films, quand les frères Lumière font des films, quand Méliès fait des films, le langage commence à se mettre en place. Et je montre par exemple au fil du temps comment il a donné ses vraies lettres de noblesse, au même titre que quand on lit une pièce de Jean Racine ou de Shakespeare. Mais ce qui est important, c'est par exemple, pour vous donner un exemple précis, puisqu'on l'a appelé le 7e art, c'est comment le cinéma et la musique se sont rencontrés. Eh bien, le cinéma et la musique se sont rencontrés très vite dans l'histoire de l'art cinématographique. Il s'est rencontré avec David Ward Griffiths, l'américain, à partir de 1913-1914, où il s'est aperçu que ce qu'on appelle en langage cinématographique la valeur des plans. La valeur des plans, c'est leur longueur.
quand on fait un plan général, il faut au moins qu'il dure 10 secondes. Si on fait un plan qui tourne une poignée de porte, une demi-seconde suffit. Et entre les deux, il y a toute une gamme de 1 seconde et demie, 2 secondes, 4 secondes, 6 secondes, 7 secondes. Donc des durées. Et qu'est-ce que c'est que la musique au départ? Ce sont des durées sur une portée musicale, avec les blanches, les rondes, les croches, les doubles croches. Et donc, on s'est aperçu très vite qu'en montant des plans selon leur longueur, on leur donnait un certain rythme, et que certains rythmes, c'était le rythme musical. Voilà. Donc, les sites que vous faites chez vous, donc vous rendez hommage à des cinéastes, à des réalisateurs, Oui. à des acteurs. Alors, on se tient au courant par Internet, peut-être donner le site Internet? Oui, alors je peux donner mon mail. Oui. Alors mon mail c'est tardif, comme tardif, TARDIF, .lio, LIO, @gmail.com. Et là, les gens intéressés m'écrivent et je leur indique les horaires et les programmes. Voilà. Et vous avez un site aussi, Association Shangri-La, je crois. Association Shangri-La, qui a été créée, qu'on a créée avec mon épouse, qui aussi donne des cours sur la Kabbale, notamment l'arbre des séphirotes, et donc moi des cours sur le langage du cinéma. Voilà, écoutez, merci Lionel. Les auditeurs pourront voir nos 2 vidéos en lien à la suite du texte qui sont sur Ultrazone TV. Merci pour votre passion du cinéma et du sacré et à bientôt. Au revoir.